Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur les plateaux de RCF et sur les ondes de City FM pour notre dernier rendez-vous de la semaine de votre émission préférée Talk Talk. Merci pour votre fidélité renouvelée. Ce matin, nous recevons en studio les confrères Dieudonné Koronakina. Il est le patron du journal Togo Matin. Bonjour Dieudonné. Bonjour Junior, bonjour fidèles auditeurs et fidèles auditrices de Radio City FM. Et bien évidemment, un grand coucou à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Talk Talk sur la chaîne du futur. Ouais. Merci pour votre présence. On est en face de Dieudonné Koronakina, Marc Aboflan. Il est le directeur du site d'information eliteafrique.com. Bonjour Marc. Bonjour Junior et bonjour SCF, bonjour aussi à CTFM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Talk Talk. Dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons un homme politique, il a pour nom Eric Kofi-Kpadé. Il est donc un avocat du parti UNIR, Union pour la République. Avec lui, on va essayer d'éplucher les sujets d'actualité de l'heure. Avant toute chose, voici la une des journaux. Je vous signale, ce sera un peu plus long que d'habitude parce qu'on a beaucoup de titres ce matin. La une des journaux de ce vendredi 30 septembre 2016, le dernier jour du mois de septembre, bien sûr. Nous commençons par Forum de la semaine de Dimas Dikodo. Il écrit sommet de Lomé sur la sécurité maritime en chiffres 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Qu'en 2013, à quel niveau se trouvent les résultats des audits des fonds mobilisés? Canal D dans les kiosques titres. Sommet de Lomé sur la sécurité maritime, la pêche illicite, un fléau à couper à la racine. Sécurité préventive, quand la CET met en danger tout un quartier. Le canal indépendant d'Augustin Amégan est avec nous. Projet de tourisme domestique au Togo, la ministre l'exime en déphasage avec la réalité d'éducation. La rentrée scolaire aura-t-elle lieu? Dans les classes alternatives de Ferdinand Messa Haïti, relecture du nouveau code pénal. Sous pression, le régime accepte l'imprescriptibilité du crime de torture. Les tortionnaires bientôt devant les tribunaux. Lire l'intervention d'Isabelle Améganvi. Sommet sur la sécurité maritime, le Togo que les autres de Fort Gnassingbé ne verront pas. Première partie, Claudicia, le monsieur Génération Consciente en propagande pour le régime de Fort Gnassingbé. Liberté, les kiosques titres. Droits de l'homme, le crime de torture enfin imprescriptible au Togo. Mais Isabelle Améganvi, la NC ne peut que savourer cette victoire qui rend la torture imprescriptible. Élection et transparence, actualisation annuelle du fichier électoral, l'autre piste à explorer au Togo. Dans les cases également le changement qui titre sommet de l'UA sur la sécurité maritime à Lomé, Agbeomé éclaire la lanterne, institution bien fondée. Fabre contre car, tension et morosité marqueront le sommet. Sommet sur la sécurité maritime, le Togo a reçu un appui logistique de la Chine. Chronique de la semaine dans les cases titre sommet sur la sécurité maritime, Jean-Pierre Fabre boycotte parce qu'il n'a pas été associé aux préparatifs. Son absence sera un non-événement. Pour la réussite du sommet de l'UA à Lomé, les Nations Unies apportent leur soutien au Togo. Économie et développement est dans les classes également et qui titre les nouvelles sur le Togo. Économie, prudence à la hausse brutale des dépenses au sommet de l'État. Sécurité routière au Togo, de lourdes sanctions contre les engins en panne ou abandonnés sur les voies publiques. Dans les classes également le correcteur qui titre scandale dans la délégation présidentielle du Togo. Un ministre s'est fait déposséder de ses biens par des prostituées en Chine, plusieurs millions emportés. Non-sens des organes électoraux en Afrique quand la Cour constitutionnelle du Gabon donne raison à Fabre.
Enquête exclusive d'Agni, exploitation humaine dans les ateliers de coiffure et de couture, le calvaire et le cri de détresse des apprentis. Également avec nous ce matin, Togo Matin de Dieudonné Korolakina. Insertion des jeunes, le sous-emploi en hausse au Togo. Dossier, orientation scolaire, quelle directive pour demain? Job, le thé sur des poussettes. Vous connaissez? Flambeau des démocrates de Loïc Lawson à Guillaume et sommet de l'UA sur la sécurité maritime. L'opposition togolaise à couteau tiré à Guillaume, une ouverture d'esprit. Fabre, la vendetta politique. Nicolas Lawson passe à la loupe le fondement d'un mandat social. Condamnation d'Alberto Olympio. Quel avenir pour le parti des Togolais? Panorama, le journal de Joujel Tchatchou dans les kiosques ce matin. Braquage à l'aéroport de Lomé, secret dévoilé d'un vol public. Vidéosurveillance coupée. Un journaliste avait filmé les malfrats. Éditorial, notre dernier mot. Chronique diplomatie fort défi Bruxelles. Le perroquet de Germain Yvier également dans les kiosques 11e Assemblée Générale de l'ONU. Fort Nyasingbe, un autre encombrant. Landerneau politique togolais à la veille du sommet sur la sécurité maritime. Unis et alliés à fond sur le sommet Cap 2015 en mode boycott et en pré-campagne pour 2018. Le MRC avisera, les autres observent. Affaire Corris Management Accent Corporation, condamné à 5 ans de prison ferme, Alberto Olympio paie-t-il le prix fort de son engagement politique? Harakiri est avec nous également ce matin, découverte macabre à Alejo. La gendarmerie de Kanté accusée de l'assassinat du Peul Sambo Bandé, sommet sur la sécurité maritime, des raisons cachées d'un boycott improductif pour Jean-Pierre Fabre. Et enfin avec nous, le bâtisseur qui écrit 2 ans après le braquage à la Far West à l'aéroport de Lomé, les auteurs toujours introuvables, l'enquête sans suite, les commerçants anéantis. Eh bien c'est tout pour la une des journaux. Le jingle et la première partie de l'émission va démarrer. Retour ensuite avec nos invités Dieudonné Korolakina au matin et Marc Beauflon du site d'information eliteafrique.com. On va commencer par le sommet de la sécurité, bien sûr. C'est l'actualité de ces derniers jours. On y reviendra chaque semaine. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a rencontré hier la presse pour faire le point des préparatifs et aussi dresser, dans ce qui va se passer, nous le dit dans les détails, hein, comment ça va se passer. Il y aura des side events, c'est ça? entre le 10 et le 14, des ateliers, il y aura plein de choses. On nous dit qu'on attend entre 25 et 30 chefs d'État et 10 ont déjà confirmé leur présence. Il y aura environ 3000 invités. Et petit à petit, on s'achemine vers le sommet. On est à 10 jours et les préparatifs vont bon train. Dieudonné Korolakina. Oui, il me semble que les préparatifs vont effectivement bon train. Et la sortie du ministre des Affaires étrangères hier en témoignait largement. Parce que c'est une sortie justement à quelques jours, sinon à quelques heures du sommet, de ce sommet très attendu. Non, à 10 jours du sommet, c'est des jours encore. On peut se permettre dès maintenant de commencer par chronométrer, il me semble, et parler des choses en heures, il me semble, parce que désormais le temps est sérieusement compté pour l'organisation. Et il me semble que donc cette sortie d'hier montre effectivement que les préparatifs vont bon train, mais il ne faut pas perdre de vue aussi quand même qu'il y a sur certains plans peut mieux faire. Hein. Si je prends le domaine de l'insalubrité de la ville, il y a des choses à voir, hein, etc. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et hier d'ailleurs, même sur le boulevard, on a assisté à une répétition grandeur nature. Avec des convois de véhicules, voilà, qui ont fait le tour de Décon. Des navettes entre Décon et en tout cas plusieurs points stratégiques de la ville. C'est important. Maintenant, c'est le ministre des Affaires étrangères justement qui a pris la parole devant les médias hier, effectivement. Et ça voudrait dire quoi? C'est un sommet, et tu as tout à l'heure parlé justement de l'invitation des chefs d'État, il y a 10 qui ont confirmé. On parle beaucoup de la charte de Lomé et effectivement, il ne faut pas oublier que avant le Togo, beaucoup d'autres pays ont fait un travail assez important aussi sur la question de la sécurité. Notamment le Cameroun. Le Cameroun, les Seychelles, l'île Maurice, etc. Donc c'est un sommet qui va montrer réellement la vitalité de notre diplomatie. C'est aussi important. Parce qu'en même temps, il ne faudrait pas frustrer aussi ces États qui ont fait un travail d'avant-garde avant nous.
Et effectivement, la charte de Lomé, en général, l'adoption d'une charte est toujours un processus très long. Et on espère que, écoutez, on a 54 pays en Afrique, il me semble, et que déjà, si on réussissait à rassembler 30 chefs d'État au Togo au cours de ce sommet, ce serait un exploit, ce serait une grande réussite, il me semble. Alors cette charte-là, ok, avant de revenir à saluer d'abord cette sortie du ministre de l'Intérieur, quoique tardive. Du ministre des Affaires étrangères. Du ministre des Affaires étrangères, mais moi j'estime que cette sortie est tardive dans la mesure où nous avons beaucoup appelé à une sortie de ce genre, parce que le ministre des Affaires étrangères, c'est vrai qu'il est question de diplomatie et que c'est toute l'Afrique qu'il faudrait intéresser à ce sommet-là, mais longtemps, on avait l'impression que la stratégie était beaucoup plus axée sur l'extérieur et que l'intérieur, qui doit faire montre d'hospitalité envers les hôtes, en tout cas les 3000 hôtes qu'on va accueillir prochainement, n'est pas assez intéressé. Donc il faut quelque part saluer cette sortie qui pourrait expliquer. Maintenant, comme le souligne mon confrère Dieudonné, il y a un travail d'avant-garde qui a été fait par des pays comme le Cameroun, et Lomé, je pense, à lire un peu les grandes lignes de la nouvelle charte, s'inscrit dans la continuité de ce travail-là qui a été fait par les prédécesseurs. Maintenant, ce sommet sera l'occasion pour la diplomatie de démontrer qu'elle est efficace, parce qu'avec l'arrivée de M. Robert Dussey à la tête de notre diplomatie, on a quand même senti un changement, même si beaucoup ont dit à l'époque que c'était une diplomatie orientée vers les petits pays et que les grands pays comme les grandes puissances qui étaient nos partenaires traditionnels étaient un peu laissés de côté. C'est aujourd'hui l'heure de voir vraiment si cette diplomatie est à l'œuvre, si cette diplomatie est efficace, parce qu'une chose est de faire le bling-bling médiatique, mais une chose aussi est d'avoir des résultats concrets dans l'action. Et que les chefs d'État fassent le déplacement vraiment. Et puis, il faut voir aussi ces derniers temps, le chef de l'État qui est entre deux avions, justement, pour allier à Lomé le plus grand nombre de chefs d'État. Il est encore en Israël, il va profiter pour peut-être encore parler à ses pairs. Vous savez, vu ce que Israël représente en matière de sécurité au Togo et vu ce que ce sommet va drainer à Lomé comme invité, il faut forcément que le chef de l'État puisse être dans de bonnes grâces en Israël pour que ce sommet-là puisse bénéficier quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avoir un tel sommet à Lomé, c'est non seulement rassembler la crème de la crème en Afrique, mais c'est aussi toucher des problématiques qui intéressent les terroristes, qui intéressent les djihadistes. Et donc, ils sont peut-être aussi dans la logique de faire un coup d'éclat pour que on les ressente à Lomé. Mais à côté aussi saluer le travail de salubrité qui est fait par l'Agence nationale de salubrité publique qui, vous savez, il y a longtemps on a toujours décrié Lomé qui est quelque part devenu une poubelle, Lomé. Mais ces derniers temps avec ce sommet, on sent quand même qu'il y a un travail, qu'il y a une envie de bien faire les choses côté organisation. Mais justement, on a envie de bien faire les choses, mais on voit que l'aménagement de la ville se limite à quelques quartiers et que vous voyez, quand les gens vont venir au sommet, ils vont se limiter au 10 février et aussi peut-être au Carrefour GTA, ils vont vouloir aller découvrir le tour Lomé. Ils iront par exemple à Baie. Vous voyez aujourd'hui Baie. C'est parce que vous avez fait le tour de Baie ces derniers jours. Les deux voies qui mènent, qui traversent, qui mènent vers le marché. Et vous voyez, c'est complètement inondé d'eau. Ça dit, c'est dégueulasse ce que vous allez voir là-bas. Alors, Baie, c'est le cœur de Lomé. Pourquoi ne pas profiter de ce sommet-là pour essayer de vider l'eau des voies? Parce que les confrères journalistes étrangers qui viendront, ils vont vouloir aller faire le tour de la ville, et quand ils vont de la ville, quand ils vont découvrir ce visage-là de Lomé, ils seront choqués. Et ne seront surpris que les gens fassent des faits divers, des à côté, pour montrer l'autre Lomé au cours de ce sommet. C'est tout à fait vrai. Tu touches du doigt une question d'ailleurs que nous avons abordée dans le numéro de Togo Matin en cours. C'est dire que, effectivement, il y a du travail d'assez bien fait en termes de salubrité, mais nous disons tout simplement qu'il y a des efforts encore à faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Baie, effectivement, comme tu le dis, qui reste quand même un quartier au cœur de la ville de Lomé, et Baie, d'ailleurs, le quartier Baie compte des hôtels. Et 3000 délégués, sûrement il va y avoir des invités. Voilà, et donc, mais devant l'hôtel, il y a de l'eau partout, la boue. Et nous invitons tout simplement, justement, les autorités en charge de ça, là, de, par exemple, prévoir des systèmes de pompage. C'est des choses à faire rapidement. Vous savez, quand on est dans le feu des préparations d'un événement aussi important, des choses peuvent éventuellement nous échapper. Ouais. Mais c'est aussi le lieu pour nous, étant donné que nous sommes tous invités à nous approprier citoyennement cet événement.
c'est le lieu d'inviter les autorités justement sur éventuellement des choses qui les échappent, il nous semble. Et donc effectivement par rapport à Bay, c'est vrai, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de pluie à Lomé et le visage que présente Bay n'est pas un visage, on va dire, hospitalier. Bay, Adoboukome, tout ça c'est le cœur de Lomé. Hein. Il faut reconnaître, tout ça, mais il faut reconnaître même que la zone est du centre-ville de Lomé a été longtemps oubliée parce que, vous savez, entre-temps, notre mairie n'a pas vraiment fonctionné, il n'y a pas eu de services techniques comme il faut, donc c'est un quartier aujourd'hui, il faut le reconnaître, délabré. Et peut-être profiter de ce sommet. Est-ce que c'est de ce sommet-là qu'on doit profiter? Parce que moi, j'estime que le travail même qu'il y a à faire à Bay pour l'assainir aujourd'hui, c'est un travail assez monstre. Et s'il y avait travail de qualité à faire, on aurait dû l'entamer. On peut quand même vider les caniveaux pour permettre à l'eau de circuler et de vider l'eau qui est sur la route. Parce que regarde, la dernière fois, je pense ça fait 3-4 jours, mais depuis l'eau reste sur les voies. Alors, je suppose qu'il arrivait à pleuvoir en plein sommet. Quel visage va présenter la ville de Lomé? Citoyennement, comme le dit mon confrère Dieudonné, c'est le lieu pour nous d'interpeller la délégation spéciale. Parce qu'avec la NASA, ces temps-ci, on ne voit plus trop la délégation, on ne voit pas la mairie de Lomé. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est un travail qui revient à la mairie de Lomé d'assainir ces quartiers-là qui aujourd'hui sont des quartiers du centre-ville. Et comme vous le dites, ce ne sont pas seulement les journalistes, mais c'est tous les experts. Parce que quand vous allez à une conférence, vous n'allez pas vous cantonner seulement au lieu de rencontres, de conférences. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de découvrir le Togo. Il y a des restaurants, il y a plein de restaurants à Bay, dans la zone. Là, j'ai donné. Et les gens vont vouloir forcément aller. Là, c'est important. Et les gens vont découvrir aussi l'autre visage du Togo. Parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est en train de faire du polish pour montrer un Togo tel qu'on a envie, qu'on le voit, alors qu'en réalité, le Togo n'a pas ce visage-là qu'on présente. Mais pour moi, c'est vrai qu'il doit avoir un travail, mais il y a quand même une chose à dire, c'est que notre pays a un visage qu'on ne peut pas cacher aujourd'hui. Et il faut un travail de fond pour remédier à ça. Et c'est justement ce travail, ça peut se faire après sommet, mais il faut que les autorités pensent à développer des stratégies pour assainir de manière pérenne des quartiers comme Bay, c'est important. Donc j'espère que le message est passé parce que, que les gens vont essayer de voir aussi des quartiers environnants. C'est pas seulement la zone du CADEF, du Radisson Blue qu'il faut faire. Il faut revoir aussi certains quartiers parce que même des villes du Togo, il faut pas oublier. Non, pas rapport au sommet. On est dans le cadre du sommet. Et puis, par rapport au sommet, il faut que Lomé soit accueillant sur tous les plans. C'est clair. Oui, mais aujourd'hui, c'est que la zone du sommet. Mais quand vous prenez, comme on vient d'en parler, mais prenez l'autre côté, c'est-à-dire quand vous prenez tous les quartiers après frontière, la Nikonakwe, et tout ça, c'est des quartiers aussi impropres, où il y a des quartiers, où il y a des hôtels, où les gens pourront visiter. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une stratégie globale. On revoit l'éclairage public, par exemple, dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, même l'éclairage public est un problème dans notre pays, parce que vous voyez des réverbères pour lesquels chaque mois on paye. On paye quelque chose sur nos factures d'électricité, mais vous voyez toutes des zones où il y a des réverbères qui ne sont jamais allumés, vous voyez des zones où il y en a qui sont éteints, il y en a qui sont allumés, vous demandez des fois, même les feux rouges dans nos... Les feux tricolores dans nos... Les feux, les émigrants les ont renversés, il va falloir Bon, on a 10 jours, on espère que les gens vont faire tout pour que... Parce qu'il y a aussi une précision, malheureusement on a passé de temps, quand vous voyez sur les voies, par exemple, vous voyez le carrefour... douane à Jidogame. La TDE, quand il y a des problèmes, quand ils viennent casser le goudron, et quand ils pas, après ils laissent les trous comme ça, il y a un trou depuis plus de 3 mois qui est resté là-bas, et quand il pleut, c'est des problèmes passer. C'est pareil sur l'avenue François Mitterrand à Benyakonakwa, il y a aussi un autre trou que la TDE a creusé, et personne, mais avenue François Mitterrand, c'est Lomé, c'est aussi ça le rôle. Mais jusqu'à présent, personne n'a touché à ce trou, et pour passer là-bas, il y a un problème là. C'est aussi le rôle un peu que les autorités en charge de tous nous suivent et prennent rapidement la mesure des choses, parce que effectivement, comme nous le disons, on ne peut pas accueillir autant de délégués pour un sommet aussi important en laissant des endroits de la ville insalubres ou des endroits qui présentent des nids de poules quasiment impraticables. Alors, il est quand même important pour moi de revenir sur le rôle de la délégation spéciale, parce que il y a les autorités nationales qui, en tout cas, vous voyez qu'ils déploient quelque chose pour faire un travail de qualité sur la préparation du sommet, mais la délégation spéciale, ces 2 jours-là, je vois des affiches en ville où ils accueillent, où ils souhaitent la bienvenue aux différents autres, mais il faut quand même qu'ils fassent leur travail. Avant tout, avant de souhaiter la bienvenue, il faut
arranger les voies, il faut faire un travail de qualité, parce qu'il n'y a pas une coordination véritablement quand vous voyez au niveau de la délégation. C'est peut-être aussi un débat encore plus loin où les gens vous diront qu'il faudrait des élections locales pour que ceux-ci aient véritablement les moyens pour faire leur travail. Mais je dis que le contre-amiral Fogan Adenia et son équipe ont encore 10 jours pour faire du polish sur les zones où on peut encore faire quelque chose avant que nous n'accueilsions le boulevard, il y a des chantiers, on a eu des tôles usées, quand on clôture, tout ça c'est vilain, il va falloir enlever toutes ces tôles-là, au moins essayer de revoir les choses, que ce soit vraiment propre, quoi. Mais à partir du moment où il y a la volonté, et puisque la volonté manifeste sur certains endroits, espérons que d'ici quelques jours, et justement qu'ils puissent saisir la mesure de tout ça et rapidement corriger là où il y a encore à corriger. On a 10 jours devant nous, on espère que tout va se faire avant le 10. Alors on va parler d'un sujet de société, malheureusement on a passé le temps, peut-être qu'on y reviendra peut-être plus tard. C'est le traitement inhumain réservé aux apprentis dans les ateliers de coiffure, couture, menuiserie et autres chez nous ici. Il s'agit d'une exploitation carrément de ces derniers. Le correcteur d'hier en a parlé, j'ai aussi l'article avec moi ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, certains patrons d'ateliers, de salons de couture, de coiffure, prennent les apprentis comme des esclaves entre griffes. Et c'est des traitements inhumains. Vous les voyez, on les frappe, on envoie l'apprenti à la maison faire des travaux ménagers, et quand il refuse, c'est des punitions. Qui doit contrôler tout ça là? Non, mais tout d'abord, il faut dire clairement que ce sont effectivement des traitements inhumains dégradants, et en tant que tels, les apprentis ont le droit de poursuivre. Malheureusement, vous savez, les milieux de formation professionnelle sont des milieux où les apprentis ne sont pas tellement instruits et donc ignorent d'une certaine manière leurs droits. Ces milieux professionnels, en vérité, si vous regardez dans l'histoire, c'est des milieux qui viennent un peu de ce qu'on a connu dans les sociétés initiatiques, où l'apprenti est d'abord astreint au silence. Astreint au silence pour recevoir l'enseignement. Sauf que nous ne sommes pas du tout dans une société initiatique. Et quand c'est comme ça, il faut que les patrons connaissent aussi justement les droits des apprentis, que les patrons connaissent justement les limites de leurs devoirs, les limites de leurs contraintes. Parce qu'il y a des choses, nous vivons un monde moderne où l'apprenti, c'est vrai que si ça se passe, eh bien ça va être scandaleux, l'apprenti qui condamne ou qui poursuit en justice son patron, mais le Togo a ratifié beaucoup de conventions, et au nom de beaucoup de... On peut, contre la torture, etc., on peut poursuivre normalement un patron, justement, qui extrapole, en portant, par exemple, des coups à son apprenti. Alors, moi, je pense que dans ce genre de situation, il y a 4 fautifs. Le premier groupe de fautifs, c'est l'État. Vous savez, généralement, la formation professionnelle et tout, l'État n'a pas longtemps mis la main. C'est ces dernières années que vous voyez l'État qui veut intervenir pour organiser des CAP, qui veut organiser ci. Alors qu'en amont, l'État n'a pas intervenu. En tout cas, les services techniques de l'État, je parle des services techniques de la formation professionnelle, n'ont pas intervenu pour aider à la préparation de la formation. Parce qu'avant d'évaluer en aval quelqu'un, il faut pouvoir intervenir dans la formation, savoir quel type de formation, savoir dans quelles conditions cette formation-là se déroule. Le second, c'est les patrons, parce qu'aujourd'hui, tout puissants, parce qu'ils s'estiment que dans leur petit atelier, ils sont les maîtres et tout, ils font tout pour, mettre sous tutelle, pour leur dire, ben voilà, nous, quand on était comme ça, c'est ce qui ressort souvent. Nous, on a dû s'abaisser, on a dû faire l'esclave, on a dû faire pire que ça même, pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut soumettre forcément les apprentis à ce genre de choses. Troisième groupe de fautifs, c'est les apprentis eux-mêmes, qui pour beaucoup n'ont pas forcément des comportements exemplaires, parce qu'il y a quand même des ateliers qui sont modèles, où vous voyez de bonnes relations entre patrons et diplômés, et apprentis. Mais il y a d'autres où, quand vous entendez parler de certains comportements, de certains apprentis, vous vous dites, mais on est où là? Il y a ce problème. Mais le dernier ressort, c'est aussi les parents ou les tuteurs de ces apprentis-là qui les envoient. Parce que
généralement, vous savez, pour entrer dans un atelier de formation et tout, il faut un contrat préalable où vous devez payer, vous devez faire, et certains parents, faute de moyens ou d'autres, vont supplier, hein, des fois les patrons pour avoir l'apprenti. Et quand le patron sait que vous êtes en formation, que vous ne reçoit, enfin, lui ne reçoit rien pour vous former, il se permet de faire de vous votre boy, de vous exploiter, d'être vous champêtre, aller faire la lessive. Non, mais à Lomé, je pense que c'est encore raisonnable, parce que quand vous allez à l'intérieur là, pays, surtout, le correcteur parle du cas de Daï. Il a fait des enquêtes dans la préfecture de Daï. C'est vraiment scandaleux ce que à l'intérieur, c'est pas seulement les apprentis, mais vous voyez même des élèves qui sont devenus des boys champêtres pour les directeurs d'école, pour les professeurs de... C'est véritablement... Les vendredis, à l'intérieur du pays, il n'y a même pas cours, tout le monde va au champ. Tout le monde va au champ. Pour le travaux manuel, là, pour aller dans le champ de coton, dans le champ d'igname. Pour le directeur. On a vécu cette réalité. Moi, j'ai fait pour les travaux du pays, Kitao, tout ça, là, on a vu ce qui s'est passé à l'époque. Mais quand même, non, mais parlons de... Dieudonné a dit un point intéressant, c'est la formation, le niveau de formation des personnes. Et c'est là où l'État doit intervenir. Parce que très longtemps, c'est les groupes organisés de patrons même qui ont géré cette histoire de formation à travers leurs syndicats et tout. Exact. Et c'était compliqué pour les employés de se plaindre en réalité, parce que enfin, quand tu es apprenti et que tu vas te plaindre en syndicat d'une certaine mesure, on soutient toujours le patron parce qu'avant tout c'est le patron qui est syndiqué et qu'il n'y a pas aujourd'hui de syndicat d'apprentis dans ces différents domaines. Mais l'État doit intervenir parce que depuis un certain temps, l'État fait des CAP, organise des CAP, c'est l'État qui est en aval donc de cette formation-là. Il faut que l'État intervienne en amont parce que la qualité même de la formation en dépend, parce que chaque patron enseigne ce qu'il veut de son bon vouloir, et quand le matin vous ne voulez pas faire les travaux manuels, il peut se permettre de ne pas vous enseigner ce qu'il a envie de faire. Il y a des patrons même qui vont jusqu'à dire que vous devez vous soumettre jusqu'à un certain niveau, vous devez faire l'esclave pour que lui puisse vous enseigner la crème de ce qu'il connaît. C'est aussi ça un peu, il faut mettre une réglementation dans le domaine, parce que à chaque fois qu'il y a manque de réglementation, les gens profitent pour faire du n'importe quoi, pour faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. Et donc ce qu'il faut dire aussi à la suite de l'intervention de Marc, c'est que il faudrait pas que les apprentis se plaignent toujours en silence. Il faut que les apprentis aient le courage de monter fassent des témoignages chocs. Oui, justement, on voit les témoignages, mais il ne peut pas monter sur les antennes pour le dire aussi. Il faut avoir, c'est ce que nous disons, il faut commencer par avoir le courage d'un moment. Histoire de permettre de terminer la formation. Mais autrement, oui, mais je vous lis un extrait de l'article. Je vous lis un extrait de l'article avant qu'on ne reçoive l'invité. Notre invité là, je rappelle qu'il est là. On va prendre une minute et on va le recevoir tout à l'heure. À la question de savoir pourquoi elles acceptent toutes ces conditions de travail, la réponse est sans équivoque. Chez nous ici, le patron ou la patronne peut refuser de te présenter à l'examen même si tu as bouclé la durée prévue par le contrat. Pour se justifier, les patrons disent aux gens que l'apprenti n'a pas été assidu pendant son apprentissage ou bien ne maîtrise pas encore les choses. Or, ce refus de présenter l'apprenti à l'examen est plutôt une punition due à un acte de désobéissance au patron ou à la patronne. Vous voyez, si vous refusez, donc on vous refuse de vous présenter à l'examen. C'est clair, le patron qui... Là, il y a violation des termes de contrat. Et ça peut devenir une question juridique. Mais qui... Vous voulez l'apprenti aller voir la justice? C'est ce que je dis, le niveau d'instruction, la peur, etc. Les gens sont paramètres, effectivement, ce sont des paramètres qu'il faut justement évoquer. L'apprenti qui connaît ses droits. L'apprenti qui connaît ses droits, il n'a pas peur. C'est ça aussi. Quelqu'un qui connaît ses droits n'est pas apprenti, mais va dans une école et tout, parce qu'il a un certain niveau. Non, c'est un drame, mais moi je pense aujourd'hui. Mais il faut que les apprentis montent sur près des syndicats d'apprentis. Il faut qu'ils s'organisent, ou ils essaient de s'organiser pour justement dénoncer et qu'ils se fassent entendre. Peut-être que l'État puisse justement... Parce que puis il va falloir avoir un répondant en face là. Effectivement. Mais non, mais quand ils sont nombreux, plus ils sont nombreux, plus la voix porte. C'est ça aussi. Et à un moment, l'État peut justement se saisir de la question et interpeller les syndicats. L'État doit faire le tour des ateliers par exemple. Non, mais il y a des syndicats, Marc l'a dit, il y a des syndicats qui sont directement des répondants par niveau par secteur de formation. Qui sont des répondants directs avec l'État, à travers l'enseignement, le ministère de l'enseignement professionnel. C'est ça. Maintenant, l'apprenti n'a quasiment pas... Si vous voulez, on se retrouve comme dans le schéma des sociétés initiatives. L'apprenti est astreint
à un certain silence, sauf que ici nous sommes dans un monde profane. Il faut que l'apprenti prenne le courage justement de dénoncer ce qu'il ne va pas, surtout quand il y a violation de contrat. Moi je pense que 30 secondes, on marque la pause. Les organisations à la base de ce genre de choses, c'est les syndicats. Il faudrait que les syndicats fassent un travail pour avoir ne serait-ce que des tribunaux ou des lieux en tout cas pour régler ce genre de questions. Parce que, enfin, moi j'ai un peu traité de la question il y a un temps. Généralement, quand les apprentis portent plainte, ça se retrouve contre eux. Ils n'ont pas la possibilité après d'être présentés par le patron contre lequel ils ont porté plainte, mais ils n'ont pas la possibilité aussi d'être présentés par les membres de ce syndicat-là. Donc, un apprenti qui finit sa formation, mais pour une mésentente. Vous savez, il y a aussi le harcèlement sexuel parce qu'il y a parfois des patrons hommes avec des apprentis filles. Et quand vous refusez des choses à votre patron, vous êtes persona non grata dans tout le syndicat. On en parlera. Le lundi, dans l'émission de lundi, on parlera justement de l'harcèlement dont sont victimes les jeunes filles et femmes qui demandent l'emploi dans nos administrations. C'est scandaleux, les témoignages qu'on a reçus. Le journal Média en a parlé et le problème prend de l'ampleur, ça prend une ampleur incommensurable. On doit en parler lundi dans l'émission de lundi prochain avec d'autres invités, pas vous. La pause est derrière, monsieur Eric Padé. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Eric Padé. Je rappelle qu'il est un haut cadre du parti UNIR, Union pour la République. Il a été plusieurs fois préfet, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un poids lourd au niveau du parti au pouvoir. Bonjour, M. Padé. Bonjour, cher ami Julio. Bonjour à tous les autres journalistes que j'ai suivis tout à l'heure dans les couloirs. Avec beaucoup d'ardeur, je vous félicite et je vous encourage à poursuivre ainsi pour le bien-être de notre pays. Mais il faut le dire tout de suite, je crois, au cadre. Poids lourd et tout ça, je ne suis lourd en rien du tout, vous voyez, non? Alors, que devenez-vous depuis le départ à l'Assemblée nationale? Non, je suis là, je suis fonctionnaire, je suis inspecteur principal des douanes, mais je suis à une commission de la présidence. Alors, donc vous êtes près de la sauce, vous voyez les choses, c'est vous qui cuisinez les choses avant que ça vous arrive. Non, ça dépend de ce que vous dites, ça dépend de quelle sauce il s'agit aussi, et puis on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, tout dépendra du sens dans lequel vous voulez bien orienter la chose. Alors comment se passe votre parti UNIR? UNIR se porte parfaitement bien, d'autant plus que c'est après une réflexion que le chef de l'État et un certain nombre de cadres de l'ancien parti Rassemblement togolais ont décidé au 5e congrès de Blita de tout mettre en œuvre pour convertir le parti, ouvrir les portes du parti, desserrer les taux et faire entrer les bonnes volontés qui se manifestaient ici et là, et surtout cette masse de la jeunesse togolaise qui bousculait aux portes du chef de l'État et qui se reconnaissent dans les actions qu'il pose. Et c'est surtout pour eux que l'UNIR a été créé. Et au jour d'aujourd'hui, chacun prend ses responsabilités au niveau où il est. Et je parie que le parti se porte à merveille. Et comme un parti a pour mission, vous le savez, c'est de faire la conquête et l'exercice du pouvoir. Vous me direz que nous sommes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir depuis bientôt 50 ans. Oui, exactement. Le tout dépend de comment vous faites les comparaisons aussi, parce que ceux que vous avez vus au pouvoir il y a 20 ans, ceux que vous avez vus au pouvoir il y a 30 ans, ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est justement dans le sens du changement que cela a été fait, et vous aurez pu constater que, effectivement, au sommet de ce parti, comme autour du chef de l'État, beaucoup d'énergie nouvelle, qu'elles viennent des autres mouvements ayant reconnu au chef de l'État dans ses actions un certain nombre de gestes, d'actes positifs, et ayant eu la volonté de saisir sa main tendue
pour bâtir un Togo fort et uni. Voilà comment est-ce que les choses se passent et réellement, il faut dire que chacun se porte bien à son poste et nous veillons à ce que nous puissions continuer par faire la conquête du pouvoir, justement. Mais vous êtes déjà au pouvoir. Pourquoi conquérir encore le pouvoir? Vous y êtes depuis 50 ans, je répète. Oui, la mission d'un parti politique, Junior, c'est de faire quoi? Ce n'est pas aller acheter et vendre les cacahuètes. C'est de faire la conquête et l'exercice du pouvoir. Vous l'exercez depuis. Oui, il y aura d'autres élections. Et à chaque fois, un parti politique a pour mission de préparer les élections. Donc si je vous comprends bien, l'objectif du NIR, c'est de rester au pouvoir, d'y rester ad vitam aeternam, c'est ça? Non, il faut que je vous dise tout de suite quelque chose qui est très très important. C'est que je ne vois pas un seul parti au monde et qui veille se lever un matin et dans un plateau d'argent et qui a présenté le pouvoir à son adversaire de l'opposition pour lui dire, cher ami, voilà le pouvoir, tu peux prendre et l'exercer. Non, il appartient au pouvoir, au parti politique de l'opposition de se battre, de rentrer dans les rangs, de descendre vers les populations, de tout mettre en œuvre, pour aller aux élections, de tout faire pour pouvoir la gagner. Mais justement, et quand l'opposition se bat, et quand cette opposition se bat, et que les jeux électoraux ne sont pas trop clairs, comment cette opposition pourrait parvenir au pouvoir? Oui, il faut dire que généralement, quand j'écoute les uns et les autres, et dans certains endroits, et parfois même dans mes proches milieux, je constate que les gens disent que les jeux ne sont pas clairs et tout le reste, sauf qu'ils ne montrent jamais les preuves, vous voyez? C'est ça le problème. À chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, préparez-vous, faites en sorte que chacun reconnaisse que nous ne sommes plus dans le schéma des années 70 où on fait taire tout le monde. Toutes les conditionnalités sont réunies aujourd'hui, tous les cadres juridiques sont réunis pour que chacun s'exprime librement, pour que la communication circule, pour que l'information soit ce qu'elle doit être, et soit au niveau où elle doit être. Donc dans ces conditions, ouvrez les pages et montrez à chacun et à tous et au monde entier les choses dont vous parlez. Ne les gardez pas dans vos poches. Alors, moi j'ai une question honorable. Oui. Jusqu'à l'une des questions qui dérange un peu au sein même du NIR et même en dehors, c'est l'Assemblée générale du parti. Le congrès, pardon. Le congrès. Oui, après le congrès de Brita, vous voulez dire qu'on ne sait pas encore... À Brita, c'est le congrès du RPT. Et c'est à Tapamé. À Tapamé, il y avait une réunion à Tapamé, et depuis le silence radio. Mais tout à fait, le tout dépend de notre schéma. Vous ne pouvez pas savoir, et je ne peux pas l'exposer non plus sur ce plateau. Ça fait partie de notre cuisine interne aussi. Non, mais... il faut vous le dire. Peut-être qu'il y a des gens dans les couloirs qui sont en train de venir pour qu'on s'ouvre davantage, pour qu'on crée ensemble. Et pendant ce temps, on peut tempérer à un moment donné. Mais il y a ceux qui disent que vous êtes un parti illégal. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas un parti illégal. Comme vous l'avez déjà dit, vous n'allez pas vous contredire, puisque vous avez dit tout à l'heure que nous sommes au pouvoir depuis je ne sais pas combien d'années. Et si c'est le cas, ça veut dire que nous ne sommes pas un parti illégal. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans les couloirs, vous ne pouvez pas le savoir, et il y a des choses qui se préparent. Mais sauf que dans mon pays, le Togo, tout le monde est pressé. C'est ça. Non, donc, si vous comprenez bien, honorable, l'UNIR va aller prochainement à ce congrès. Oui, pourquoi pas? Et à tout moment. Alors, et quand le mois sera venu, on vous tiendra informé. Et puis, vous savez, en politique, j'allais le dire tout à l'heure, permettez-moi, je ne vous arrache pas la parole, c'est pour vous dire que, en fait, en politique, c'est comme les 24 heures sont réparties. Et que ce qu'il faut faire l'après-midi, il ne faut jamais le faire le matin. Vous voyez? Donc, nous mesurons le temps, nous prenons la mesure des choses. À chaque fois, nous réfléchissons avant de poser les actes. Voilà. Alors, mais dites-vous que la liberté est donnée à chacun et à tous de nous apprécier, de nous regarder, de tirer la sonnette d'alarme, d'attirer notre attention sur un certain nombre de choses. Mais en gentleman, nous les écoutons, nous les enregistrons et nous observons. Parfois, vous avez raison, nous rectifions. Mais quand ce n'est pas le cas, nous continuons tout doucement. Alors, j'ai une question pour vous. La question aujourd'hui sur le débat politique, c'est la question des réformes et des élections locales. Beaucoup reprochent à votre parti de ne pas vouloir faire les réformes, en tout cas dans le cadre qui devrait être le cas de l'Assemblée nationale. Pour vous, qui avez été à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'UNIR ne veut pas aller à ces réformes dans ce cadre-là?
Junior et ses amis, comment est-ce que vous pouvez parler des réformes? Attendez, je sais que les gens parlent d'un certain nombre de réformes. Au jour d'aujourd'hui, c'est le b.a.-ba, c'est la sonnette d'alarme, c'est de cela que chacun et tous parlent au jour d'aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je me pose la question de savoir de quelles réformes s'agit-il? Moi, je parle des réformes constitutionnelles. Oui, des réformes constitutionnelles. Là, vous visez, comment l'appelle-t-on, la limitation des mandats, le mode de scrutin. Mais très bien, vous avez raison, c'est cela qui vous préoccupe. Mais pendant ce temps, si vous faites attention à ce que le ministre Sani a déclaré la dernière fois, sur 304 réformes, il y a 257 qui sont bouclées à l'heure actuelle. C'est pour vous dire quand même que vous l'avez dit aussi, nous sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Ça, c'est les réformes Mais nous économiques. pensons, exactement, ce sont les réformes économiques, les réformes sociales, les réformes de tout genre, les réformes de la gouvernance, les réformes... Mais ici, nous parlons des réformes politiques, nous parlons de l'APG. Oui, Ça fait 10 ans que l'APG était signée, on Très bien. parle de l'APG, le reliquat de l'APG, c'est de ça qu'on parle. Très bien. Vous parlez de reliquat de l'APG, c'est-à-dire des réformes politiques, constitutionnelles, qui concernent ce que je viens de dire. Je vous dis, et écoutez-moi bien, c'est dire que toutes les réformes se feront au temps opportun. Mais sachez que lorsque il y a urgence, il faut hiérarchiser les actes à poser. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez de réformes économiques, n'est-ce pas? Vous parlez de réformes financières, de réformes juridiques et tout genre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au plan réforme. Mais on y viendra, sûrement. Mais le tout dépendra de ce que vous entendez par là. Et puis, vous savez aussi que le chef d'État vous a donné la puce à l'oreille lorsqu'il dit qu'il y aura une commission qui sera mise en place, lorsqu'il dit qu'il y aura les universitaires. Peut-être que parmi vous, il y a universitaires, je ne sais pas, peut-être qu'on allait vous faire appel pour que vous réfléchissiez en qualité de la crème du savoir, de l'intelligence. Mais ça aussi, là, disons, ça fait bientôt 5 mois. La télé H. a eu lieu, ça fait 3 mois déjà, et depuis on attend le monde de cette commission. Mais si je vous comprends bien, j'ai l'impression que... Junior, j'ai l'habitude de dire, partout où je passe, même à l'étranger, que lorsque vous venez dans ce couloir avec votre voiture, vous pouvez faire demi-tour rapidement, comme vous voulez, et repartir. Mais quand il s'agit d'un semi-remorque, ce n'est pas la même chose. Et si vous ne savez pas faire, et si vous ne prenez garde, eh bien, le camion va se renverser. Et si on ne fait pas attention non plus, ça va se renverser sur des gens et va causer des dégâts. C'est vous dire que, quelque part, lorsque vous dites demain, celui qui est au sommet de la chose, celui qui tient en main les commandes, c'est lui qui est plus proche, c'est lui qui commande, c'est lui qui mesure le fond de la chose. Mais je sais pas, déjà et c'est lui qui est plus proche. Voilà pourquoi je vous demande personnellement de prendre simplement patience. Voilà. Mais je sais pas, déjà, moi, ma question. Oui. Il y a quelques mois, une des figures importantes de votre parti déclarait que l'APG est aujourd'hui caduque. Quelle est votre position par rapport à cette déclaration? L'APG, c'est quoi? C'est l'accord politique global. C'est de cela qu'il s'agit. L'accord, c'est quoi? C'est que les gens se sont entendus à un moment donné. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et c'est politique. Et ils le disent global. Global, c'est-à-dire dans l'ensemble. Cela rejoint mon idée de tout à l'heure. Quand il s'agit d'accord politique global, pris dans son ensemble, eh bien, il appartient à celui qui en a la charge d'hiérarchiser les éléments de cet ensemble pour savoir par où commencer et par où finir. Et donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous voyez, il s'agit de global. Et quand on dit global, c'est un ensemble. Je ne vous apprends rien, c'est un ensemble. Et lorsqu'il s'agit d'un ensemble, dans un ensemble, il y a des éléments. Et parmi ces éléments, celui qui en a la charge, c'est lui qui y va. Et il pioche élément par élément en tenant compte de l'urgence de la situation. Et on dit que votre enfant vient de tomber en syncope. Et vous dites, je vais aller me doucher, aller chercher ma cravate pour l'amener à l'hôpital. Ça n'aura aucun sens. Même en culotte, vous partez.
Et c'est de cela qu'il s'agit. Regardez bien le schéma. Il s'agit d'un ensemble, c'est-à-dire global, plus globalement. Et lorsque le chef de l'État est assis, il a fait un certain nombre de constats. Et dit, commençons par ici. La preuve, quand on jette un regard ici et là, il y a beaucoup de changements en ce qui concerne le Togo. Je sais que c'est les tiers. Vous êtes nos jeunes frères qui d'ailleurs, en rasserré, vous nous poussez et nous allons bientôt descendre, vous allez prendre la relève. C'est clair. Mais vous ouvrez grand, sauf ceux qui ne veulent pas voir, vous ouvrez grandement les yeux, vous allez constater que ce n'était pas pour rien qu'il a commencé par certain nombre de choses, certaines réformes économiques, financières. Mais là, il faut l'essentiel. Politiquement. Quand 85% des Togolais demandent qu'on limite le mandat et qu'on fasse des élections de tout. Et ça fait 10 ans que ça dure. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui empêche de faire ces réformes-là et de passer à autre chose? Vous savez pourquoi vous vous bousculez pour ça? C'est parce que nous sommes des êtres humains, rien que des êtres humains, avec le cœur humain, parce que nous sommes mortels, parce que nous n'avons pas une durée aussi extraordinaire sur cette terre, tandis que le Togo, il est là. C'est le Togo. À chaque fois que nous réfléchissons, ne pensons pas à nous, ne faisons pas les calculs comme les gens ont échoué en le faisant pendant la conférence nationale souveraine. Ne faisons pas les calculs sur vous-même. Mais il y a aussi le destin. Mais réfléchissons sérieusement et dites-vous que en réalité, c'est parce que nous sommes mortels que nous poussons les choses, que nous poussons. Et parfois même, nous risquons de casser le vase. Or, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de considérer le Togo. Le Togo qui ne mourra jamais. Le Togo qui fera les choses au moment opportun pour le bénéfice de ceux qui sont là et viendront également. Pas pour ceux qui sont passés. Ceux qui sont passés, on va simplement déposer des fleurs ici et là sur leur Alors, honorable, à vous comprendre, est-ce que pour aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que les réformes constitutionnelles ne font pas partie des priorités de Faure Gnassingbé, ou en tout cas d'unir aujourd'hui? Et deuxième chose, pour avoir ces réformes, est-ce que nous devons attendre aujourd'hui de partir et reléguer ces réformes-là aujourd'hui à nos petits-enfants? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mon cher jeune frère. De quoi il s'agit simplement, c'est que on a commencé par le commencement. Et si vous ouvrez grandement les yeux, réforme économique, financière, économique et sociale et tout le reste, ce ne sont même pas les gens de unir ou de répéter ou je ne sais pas quoi qui en profitent quand vous les regardez aujourd'hui. Regardez bien et ouvrez grandement les yeux. Moi, quand j'ouvre mes petits yeux, je vois déjà que ce ne sont pas les gens de unir ou je ne sais pas quoi qui sont au pouvoir qui en profitent sérieusement. Mais ce qui est certain, c'est que rien ne sera relégué aux calendes grecques, comme on le dit. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les réformes se feront au moment opportun. La preuve, le chef de l'État a entamé la procédure. Ce qui a été fait, le travail qui a été fait au HCRO, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui, et on le lui a remis. Et puis, il a même fait allusion à une commission. Et déjà, j'ai vu quelque part déjà pousser encore cette commission des universitaires. Mais ça dans 2 ans, on va vers les élections législatives. Et après, dans 4 ans, il y aura la présidentielle. Il ne s'agira pas de la dernière élection législative de notre pays, notamment. Il y en aura encore. Même après les cheveux blancs, je peux revenir à l'Assemblée. Mais il y a une autre question. Vous avez touché du doigt un point important. Comprenez-moi, Junior, allons pas à pas, prenons notre temps, sachant que après nous, ce ne serait pas qu'on appelle des listes comme on dit, mais que par contre, le Togo existera. Et quand on réveille nos grands-parents, moi c'est aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mon grand-père est décédé, mais attendez, ce qui est certain, c'est que ce combattant, ce tirailleur sénégalais, comme on les appelait, si on l'amenait aujourd'hui à Lomé, eh bien, il ne va pas se reconnaître, hein, il va se demander, mais de quoi ça a été? Où est-ce que vous m'amenez? Pardon, je retourne d'où je suis. Pour vous, Lomé a tellement changé. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit non plus. C'est dire que le changement, c'est dans le futur. Et la construction, les pierres se posent dans le présent. C'est à cela que je fais allusion. À vous entendre tout à l'heure, vous parliez des bénéfices de cette croissance-là que le chef de l'État a drainé sur ces dernières années. Et vous disiez que ce n'est pas forcément les gens du NIR qui sont ceux qui bénéficient le plus. Mais le chef de l'État lui-même, en 2012, reconnaissait dans un discours qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Alors, si on fait le point aujourd'hui en 2016, où en est-on? Qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette minorité-là? Mais justement, quand on parle de minorité, ce n'est pas nécessairement le chef de l'État, à ce que je sache, n'a pas dit qu'il y a une minorité autour de moi. Il ne l'a pas dit. Quand je vous donne un exemple, je vous donne un exemple.
par rapport à ce que je sais. Je n'en donnerai pas deux. Lorsque, par exemple, on dit FNFI, et puis, ce sont des groupements financiers, des ONG, des associations qui se retrouvent pour constituer une liste, n'est-ce pas? Et envoyer au FNFI. Quand on envoie une liste, et conformément aux instructions et à la confiance que le chef d'État fait à chacun et à tous, il fait une liste de 200 personnes. Alors que réellement, dans le besoin, enregistré dans cette association ou dans cette ONG, c'est 70 ou je ne sais pas, 40 personnes, mais il fait une liste de 200 personnes et le FNFI débloque les fonds de 200 personnes. Vous pensez que il est autour du chef de l'État? Vous voyez? C'est-à-dire que ça aussi, ça m'a surpris. Hein. Lorsque le chef de l'État parlait, il n'a pas montré du doigt de qui il s'agit. Mais j'entends parler. Mais justement, mais il a une deuxième minorité. Mais parlons de la corruption. Ceux qui composent la minorité, il les connaît. Junior, regarde. Junior, regarde. Est-ce que vous pensez, avec certitude, avec preuve à l'appui, que ce sont les gens du premier cercle autour du chef de l'État, que ce sont eux qui drainent des milliards dans ce pays et qui font les affaires dans ce pays? C'est parmi les gens qui font les affaires. Et c'est parmi les gens qui font des fausses factures. Et les gens parmi les gens qui font les affaires, non, du pouvoir, ils font des travaux médiocres. Ils se prévalent du titre. C'est parmi eux qui se prévalent pas autour du chef de l'État. Ils se prévalent du titre de membre de cadre d'unir. Ouais. Ah oui. Je vous assure que si jamais on découvrait Éric Padé en train de parler au nom d'unir et en agissant dans le sens de la corruption, dans le sens du sabotage de l'économie nationale, eh bien, il y aura une sanction pour Éric Padé en clair et à 100%. C'est de cela qu'il s'agit. Justement, parlant de sanctions, nous avions connu en tout cas beaucoup de cas, surtout sur le côté économique, de ce qu'on peut appeler crime économique, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Je veux donner un seul exemple, l'exemple du fer qui entre-temps a disparu, a laissé place au SAFER, les fonds du fer au CAPER avant SAFER. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les comptes. Qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes autour du chef de l'État? Merci, et bizarrement, vous avez toujours tendance à parler du chef de l'État à tout moment. et vous le poussez à agir. Et si jamais il n'était pas vigilant et qu'il venait à agir, qu'est-ce qui va lui retourner comme conséquence? C'est que vous direz qu'il est dictateur. Comme ce fut le cas par le passé où on allait porter l'information aux vieux et qui tapait du poing sur la table. Non, prenez le fait si faites ça. Et le lendemain, on dit que c'est un dictateur, il fait prendre les gens ici et là. Mais au jour d'aujourd'hui, de quoi s'agit-il? C'est de créer un cadre juridique qui puisse justifier les actes dont vous parlez. Et j'assure qu'un certain nombre de textes ont été corrigés. Même le code de procédure pénale a été révisé il n'y a pas longtemps. Et un certain nombre de choses se font pour que demain, tout ce que le pouvoir aura à faire, ou que le pouvoir actuel ou au pouvoir futur aura à faire, qu'on constate que c'est légal. Et c'est cela qui fera l'honneur de vous et moi. Mais ne demandez pas au président de la République de prendre des décisions pour que demain on dise qu'il soit concordiant, oh, il est dictateur. Non. Même le fait d'arrêter quelqu'un qui est corrompu, un corrupteur, c'est pas la dictature. Quelqu'un qui fait du faux usage du faux, quelqu'un qui abuse des deniers de l'État, ça n'est pas de la dictature. C'est normal, c'est légal en plus. Vous avez donné cet exemple. Est-ce que vous avez les documents qui puissent prouver comment appelle-t-on l'allégation? Tout récemment, un conseiller chef de l'État a été limogé parce qu'il a fait des trucs dans une affaire appelée Antazer et tout ça, ils sont là, il n'y a pas de sanction. Non! Comment est-ce que vous voulez que la sanction arrive de façon dictatoriale? Le chef de l'État n'appartient pas au code judiciaire. Vous avez dit dans ce pays qu'il faut définitivement séparer les pouvoirs. Vous voudriez aujourd'hui qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle le procureur de la République et qu'il lui dise « faites-moi ci, faites-moi ça ». Non. Vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette situation floue. Je sais qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont appris aucun métier, qui n'ont pas été à l'école, mais qui roulent les grosses cylindries que nous ne pourrons jamais acheter nous autres. Simplement parce qu'ils sont là, ils font des pièces sur les terrains d'autrui, ils les vendent systématiquement, ils sautent dans les assiettes des autres, ils les confisquent avec les complicités de tout genre. Mais sachez qu'avant
que l'on agisse, que le pouvoir n'agisse, eh bien, il faudra que l'exécutif donne les instruments nécessaires, en clair, préparés en association avec eux-mêmes, mettre-les à leur disposition pour qu'ils agissent, pour que demain nous soyons libres. Monsieur Kouadé, vous qui avez été député dans les lacs, et connaissant bien la population à la base dans les lacs, comment peut-on montrer que les réformes économiques ont effectivement touché la population à la base dans les lacs? Les réformes économiques dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui, d'abord, quand on sort quand on va à Anéro, ce n'est plus comme hier. Vous savez que le pont principal qui permet aux deux zones, Djossi et Adido, de se retrouver. Le pont a été refait. Le pont a été reconstruit. Élargi. Les voies ont été retracées. Et quand vous voyez les maisons en face de l'Oasis et tout ça là-bas, eh bien, les gens qui ont été dédommagés régulièrement et repositionnés, vous n'en avez entendu rien du tout. L'incident sur le panier de la ménagère. Le travail se poursuit. Et vous savez que la voie entre Anéro en direction vers Enfoin se fait en ce moment. Ils sont sur le chantier. Le chantier est actuellement ouvert. Et que bientôt, comment l'appelle-t-on, par Jean-Paul II jusqu'au niveau d'Enfoin sera bouclé. Mais au même moment, du quotidien des populations. Oui, au même moment, sachez que beaucoup de choses se font au niveau du ministère de l'Agriculture pour encadrer davantage les gens, pour les aider, pour les amener à pouvoir réellement produire eux-mêmes. Et quand vous allez à Anéro actuellement, un grand chantier est ouvert à un certain niveau vers sur la route après à Krakou pour faire une pisciculture de renom. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne la prophétie des lacs, disons simplement qu'il y a de l'eau vers là-bas et que la logique, c'est que on fasse un effort, on encadre les gens pour que de bons poissons, de bons crustacés nous arrivent de cette préfecture. J'ai constaté, j'ai fait un constat mère à Anéro, tout récemment dans un village d'Anéro, où les bonnes femmes avec les paniers de tomates ont versé les tomates sur le goudron. On demandait, monsieur, marchez sur nos tomates. Je dis, pourquoi vous nous demandez de marcher sur le tomates? Il dit, voilà cette dame du Bénin qui vient du Bénin, qui veut acheter un panier de tomates à 100 francs CFA, 100 francs CFA. Elle préfère que nous pétillons leurs tomates que de vendre ça à ce prix. Alors, faites-vous pour cette dame-là, par exemple, quand vous êtes touché chaque fois dans votre préfecture là-bas? Oui, je suis au courant. Il y a eu un projet dirigé dans les années 90 par M. Sonsi, paix à son âme, et qui reconditionnait cette tomate-là qu'elle fait allusion. Mais au jour d'aujourd'hui, ce projet qui était presque artisanal doit pouvoir reprendre de vigueur, de dynamisme, pour que ce soit au moins au niveau de, comment nous appelons, au niveau de la semi-industrie, pour pouvoir le faire. Je sais que il y a une unité de production déjà également et qui fait Timati dans le pays, je ne sais pas. Togo Timati. Je ne sais pas exactement où se trouve, mais cela signifie que sa capacité de consommation de toute cette production n'est pas totale. Ou alors, c'est cette unité de production Togo Timati qu'il faut renforcer, lui donner plus de moyens pour pouvoir conserver ces tomates. Il ne s'agit pas seulement des tomates. Moi, j'ai fait la préfecture de Tchaoudjou. Il y a des moments où les bonnes femmes, les paysans, ils ramassent les mangues, des paniers de mangues. Et quand vous passez, l'odeur, le parfum même de ces mangues, ça vous pousse à en manger. Mais ces mangues-là, dont certains ont besoin partout dans le monde, il ne suffit pas de les conserver, j'en ai vu en Chine, de les sécher. Ils ont séché les mangues et quand vous les mangez, vous croyez que vous mangez une mangue fraîche. Mais toutes ces choses demandent que nous déposions nos couteaux au vestiaire et que nous voyions dans la direction du développement de notre pays et que, main dans la main, ceux qui ont les moyens s'associent à ceux qui ont les idées et ceux qui ont les bras pour que, en se complétant, nous puissions réaliser ces choses qui donneront de l'emploi à la jeunesse et qui nous permettront d'avoir le marché, parce que partout dans le monde, les gens ont besoin de ça. Merci, monsieur Eric Padé. C'est moi qui vous remercie. On vous laisse le mot de fin. Oh, mot de fin, mais non, toi tu m'accordes trop de privilèges. Bon, de toutes les façons,
je voudrais inviter chacun d'entre nous à tout mettre en œuvre pour que le sommet qui arrive puisse bien se dérouler pour l'honneur et le savoir-faire connu de notre pays. Et que rien n'est perdu. Et que quand on regarde devant, on sait qu'il y a de l'espoir, spécialement pour la jeunesse. Et que ce qui se fait en ce moment, c'est pour son intérêt. Et qu'en conséquence, en regardant dans cette direction-là, en se donnant les mains, nous allons réussir sûrement. Merci à M. Eric Padé, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis Talk Talk de ce vendredi 30 septembre 2016, Sacha Vinci, merci à Dieudonné Korolakina de Togo Matin, merci à Marc Abofan de leadafrique.com. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Bon week-end à vous tous et surtout, bon début de rosaire à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Demain, 1er octobre, démarre le rosaire.